Nous avons décidé de t'exclure de l'héritage. Tu ne l'as jamais mérité. La voix de mon père a résonné dans le salon privé du restaurant, et pendant un instant, tout s'est arrêté. Le lustre en cristal au-dessus de nous semblait avoir gelé en plein scintillement. La douce musique classique qui jouait en fond sonore s'est évanouie dans le néant. Chaque visage à cette longue et élégante table s'est tourné vers moi, avec des expressions allant de la satisfaction suffisante à une jubilation à peine dissimulée. J'étais assise là, ma fourchette à mi-chemin de ma bouche, fixant l'homme qui m'avait élevé. Autour de nous, toute ma famille élargie s'était réunie, tantes, oncles, cousins, et même ma grand-mère. Le restaurant que mes parents avaient choisi était un de ces endroits où il fallait réserver des mois à l'avance, où les serveurs portaient des gants blancs et où le menu n'avait pas de prix. Ils n'avaient reculé devant aucune dépense pour ce moment. Tu m'as entendu, Tara? Mon père se tenait au bout de la table, le visage rougi par le vin et quelque chose de plus sombre. Le triomphe, peut-être. Tu es exclu. Complètement exclu. Ma mère était assise à côté de lui, tamponnant les coins de sa bouche avec une serviette en lin, essayant de cacher son sourire. Mon jeune frère, Kevin, était affalé sur sa chaise avec un sourire narquois qui me retournait l'estomac. Ma sœur, Paige, ne me regardait même pas, mais je pouvais voir ses épaules secouées par un rire réprimé. C'est ce qui arrive quand on tourne le dos à sa famille, intervint ma tante Carole, sa voix suintant une fausse sympathie. On l'avait tous vu venir. Absolument, ajouta l'oncle Gérald en levant son verre de vin. À la loyauté familiale. La table a éclaté en approbation. Les verres se sont entrechoqués. Les gens ont ri. Ma cousine Bethany a même applaudi. J'ai posé ma fourchette avec précaution, mes mains fermes malgré la rage qui montait dans ma poitrine. 29 ans de souvenirs ont défilé dans mon esprit en quelques secondes. Chaque anniversaire où Kevin recevait le plus gros cadeau. Chaque Noël où Paige avait les meilleurs présents. Chaque dîner de famille où mes réussites étaient balayées d'un revers de main tandis que mes frères et sœurs étaient loués pour la moindre petite chose. Mais ceci était différent. Mon père m'avait appelé 3 jours plus tôt, sa voix chaleureuse et engageante pour la première fois depuis des mois. Nous organisons un dîner de famille samedi. Très important. Tout le monde sera là. Nous aimerions vraiment que tu viennes, Tara. Cela fait trop longtemps. J'aurais dû me méfier. J'aurais dû entendre le piège dans ces mots, mais une partie stupide et pleine d'espoir en moi a pensé que peut-être, juste peut-être, il voulait enfin arranger les choses. Au lieu de cela, il voulait un public pour mon humiliation. J'ai regardé autour de la table, observant chaque visage. Ma grand-mère, qui me donnait des biscuits en cachette quand j'étais petite, ne croisait pas mon regard. Mon cousin Jeffrey, que j'avais aidé pendant ses études en lui donnant des cours particuliers chaque week-end pendant 2 ans, fixait son assiette. Même mon oncle Thomas, qui disait toujours que j'étais sa nièce préférée, a levé son verre avec tous les autres. Rien à dire, Tara, demanda ma mère, sa voix doucereuse. Pas de larmes? Pas de supplications? J'ai pris mon verre de vin, un Bordeaux très cher que mon père avait insisté pour commander pour tout le monde. J'ai bu une lente gorgée, laissant le silence s'étirer. Puis j'ai souri. Félicitations, ai-je dit doucement en reposant le verre. J'espère que ça en valait la peine. Je me suis levé, j'ai lissé ma robe et j'ai pris mon sac à main. La table était de nouveau silencieuse, mais cette fois le silence était confus. Ils s'attendaient à des larmes, peut-être des cris. Certainement une sorte de scène qui leur donnerait de quoi rire plus tard. Attends, c'est tout, a crié Kevin alors que je me tournais vers la porte. Tu t'en vas comme ça? Je me suis arrêté, regardant par-dessus mon épaule. Le visage de mon père était passé de triomphant à incertain. Le sourire de ma mère s'était effacé. Que voudriez-vous que je fasse d'autre, ai-je demandé, ma voix agréable, presque curieuse. Vous avez pris votre décision. Je l'accepte. Mais, commença Paige, mais je m'éloignais déjà. En sortant du salon privé pour entrer dans la salle principale du restaurant, j'ai entendu les murmures confus commencer derrière moi. Ils ne comprenaient pas. Ils avaient passé des semaines à planifier ce moment, à imaginer ma dépression, à savourer la pensée de ma douleur. Mon départ calme leur avait volé leur satisfaction. Laissez-les s'interroger. J'ai donné mon ticket de voiturier au préposé et j'ai attendu dans l'air frais du soir de Birmingham. Le restaurant était au cœur du quartier historique de la ville, entouré de vieux magnolias et de lampadaires en fer forgé. C'était beau, paisible,
un contraste étrange avec la laideur que je venais de laisser derrière moi. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Je l'ai sorti et j'ai vu un texto de Kevin. Ne pense pas que tu pourras faire changer papa d'avis plus tard. C'est définitif. Je l'ai supprimé sans répondre. Un autre texto, de Pej cette fois. Tu as toujours été dramatique. Supprimé. Le voiturier a amené ma voiture, une berline modeste que j'avais achetée moi-même, payée avec mon propre argent de mon propre travail. Tout ce que j'avais, je l'avais gagné. Et ça avait toujours été le problème. J'ai donné un pourboire au voiturier et je me suis glissé derrière le volant. En m'éloignant du restaurant, j'ai aperçu une dernière fois le bâtiment dans mon rétroviseur. Quelque part à l'intérieur, ma famille était probablement déjà en train de célébrer, dépensant déjà l'argent qu'ils pensaient avoir sécurisé en m'excluant. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. 2 jours. C'est tout ce qu'il faudrait. Je suis rentré chez moi en pilotage automatique, mon esprit déjà 3 coups en avance. La colère qui couvait pendant le dîner brûlait maintenant avec une clarté froide. Ils voulaient m'humilier. Ils voulaient me briser. Ils pensaient que j'étais faible, que je m'effondrerais sous leur rejet. Ils avaient oublié qui m'avait appris à être impitoyable. Mon appartement était dans un quartier calme à 20 minutes du centre-ville de Birmingham. Rien de luxueux, juste un 2 pièces avec assez d'espace pour moi et mon chat, Winston. J'avais déménagé ici il y a 6 ans quand j'ai commencé à travailler chez Britain Wealth Management, l'une des plus prestigieuses sociétés de conseil financier de la ville. J'ai déverrouillé ma porte et Winston s'est immédiatement enroulé autour de mes chevilles, miaulant pour son dîner. Je l'ai nourri, je me suis versé un vrai verre de vin, pas la bouteille hors de prix et ostentatoire que mon père avait commandée, et je me suis assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable. La vérité, c'est que je m'attendais à quelque chose comme ça depuis des mois. Mes parents avaient laissé entendre des choses, faisant des commentaires sur les valeurs familiales, la loyauté et le fait de connaître sa place. Kevin était devenu insupportable ces derniers temps, parlant constamment de son avenir, de ses projets, de ce qu'il ferait, le moment venu. Pej avait commencé à me traiter comme si j'étais déjà une étrangère. Mais j'avais espéré avoir tort. J'avais espéré que malgré tout, malgré les années passées à être ignoré et sous-estimé, il me verrait comme autre chose qu'une déception. Cet espoir est mort ce soir. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché un dossier que j'avais créé il y a 3 mois. Je l'avais appelé « Assurance », bien que cela semblait trop généreux. C'était plus comme des preuves, une documentation détaillée de chaque transaction financière que mes parents avaient effectuée au cours des 5 dernières années. Voyez-vous, mon père pensait que j'étais juste une analyste financière médiocre dans une entreprise de taille moyenne. Il pensait que mon travail était ennuyeux, mon salaire modeste, ma carrière sans éclat. Il adorait me comparer à Kevin, qui travaillait dans la technologie, quoi que cela veuille dire. Pour autant que je sache, il jouait surtout aux jeux vidéo et appelait ça de la recherche sur l'expérience utilisateur. Il adorait louer Pej pour son esprit d'entreprise, même si sa boutique en ligne perdait de l'argent depuis 3 ans. Ce que mon père ne savait pas, c'est que je n'étais pas n'importe quelle analyste financière. J'étais une comptable judiciaire spécialisée dans le recouvrement d'actifs et la détection de fraude. Mon entreprise de taille moyenne gérait certains des plus grands cas de fraude du Sud-Est. Et j'étais très doué dans mon travail. Il y a 3 mois, ma mère m'avait demandé de l'aide pour ce qu'elle appelait une petite question fiscale. Elle m'avait tendu un dossier rempli de documents, confiante que je ferais ce qu'elle demandait et rien de plus. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que je reconnaîtrais immédiatement les schémas. Les sociétés écrans, les comptes offshore, la comptabilité créative qui flirtait avec les limites de la légalité et les dépassait parfois. J'avais passé les 2 mois suivants à rassembler discrètement des informations, non pas parce que je prévoyais de les utiliser, mais parce que je croyais qu'il fallait être préparé. Mon père avait bâti son petit empire immobilier grâce à une combinaison de travail acharné, d'investissements stratégiques et, comme il s'est avéré, de pratiques financières très douteuses. Maintenant, j'étais assise à ma table de cuisine, regardant des feuilles de calcul qui racontaient une histoire que ma famille ne voulait que personne ne sache. Mon père avait détourné de l'argent de ses partenaires commerciaux par le biais de montages complexes qui cachaient ses profits et gonflaient ses dépenses. Ma mère utilisait des organisations à but non lucratif qu'elle prétendait soutenir comme des tirelires personnels. Ensemble, ils avaient construit un château de cartes qui semblait impressionnant de l'extérieur mais qui s'effondrerait dès que quelqu'un y regarderait de trop près.
Et j'allais m'assurer que quelqu'un y regarde de très près. Mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran et j'ai vu le nom de ma grand-mère. Pendant un instant, j'ai hésité. Elle était à ce dîner. Elle était restée assise là et n'avait rien dit pendant qu'il me dépouillait de mon héritage, de ma dignité, de ma place dans la famille. Mais elle appelait maintenant. J'ai répondu. Allô, grand-mère. Tara, ma chérie. Sa voix était frêle, fatiguée. Je voulais m'excuser pour ce soir. C'était cruel de la part de ton père. J'aurais dû dire quelque chose. Mais tu ne l'as pas fait. Silence. Puis, non, je ne l'ai pas fait. Je suis désolé. J'ai fermé les yeux. Une partie de moi voulait lui pardonner, voulait croire qu'elle était différente des autres. Mais j'avais appris ce soir que vouloir quelque chose et l'obtenir étaient deux choses très différentes. Pourquoi ont-ils fait ça, ai-je demandé. Pourquoi maintenant? Que ai-je fait de si terrible? Ma grand-mère a soupiré. Ce n'était pas à propos de ce que tu as fait, ma chérie. C'était à propos de ce que tu n'as pas fait. Tu n'avais pas besoin d'eux. Tu n'es pas venu mendier de l'argent, de l'aide ou leur approbation. Tu as construit ta propre vie, et ça leur a fait peur. Ton père aime qu'on ait besoin de lui. Il aime être important. Tu l'as fait se sentir insignifiant. Alors il m'a exclu de l'héritage. L'héritage que tu n'avais jamais vraiment à perdre, dit-elle doucement. Tara, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Ton père a des problèmes financiers depuis 1 an. De gros problèmes. L'héritage que tu penses exister la plus grande partie a déjà disparu. Ce soir, c'était du théâtre. Il voulait te blesser avant que tu découvres qu'il ne restait rien à hériter de toute façon. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Tu es sûr? Je suis vieille, pas stupide. Je sais ce que je vois. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans la cuisine sombre, digérant cette nouvelle information. Mon père était ruiné. Le grand héritage qu'il avait fait miroiter au-dessus de nos têtes toute notre vie était une fiction, et il avait réuni toute la famille pour m'humilier avant que la vérité n'éclate. J'ai souri dans l'obscurité. Ça allait être encore mieux que ce que je pensais. Le dimanche matin s'est levé, clair et lumineux, se moquant de la noirceur de mon humeur. J'avais passé la majeure partie de la nuit à examiner des dossiers, à prendre des notes, à planifier mes prochains mouvements. Winston avait renoncé à essayer de m'attirer au lit vers 2 heures du matin et s'était simplement recroquevillé sur une pile de papier à côté de mon ordinateur portable. Maintenant, assise à mon café préféré avec un latte triple dose, j'étais prête. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un message à quelqu'un avec qui j'avais travaillé sur une importante affaire de fraude 6 mois plus tôt. Timothy était un journaliste d'investigation pour le Birmingham Tribune, spécialisé dans les crimes financiers et la corruption. Nous avions développé une bonne relation de travail pendant l'affaire. Je fournissais l'expertise technique, il écrivait les articles qui attiraient l'attention sur la fraude. Salut, Timothy, ai-je tapé. Tu te souviens quand tu as dit que tu me devais une faveur? J'ai peut-être une histoire pour toi. Intéressé? Sa réponse est arrivée en moins d'1 minute. Toujours. De quoi s'agit-il? Promoteur immobilier local. Fraude possible, détournement de fonds, évasion fiscale. Multiples victimes. On se voit? Quand et où? Nous nous sommes donné rendez-vous mardi matin à son bureau. Cela me donnait un jour de plus pour tout organiser, pour m'assurer que mon dossier était en béton. Je ne pouvais me permettre aucune erreur. Cela devait être parfait. J'ai passé le reste du dimanche à fouiller plus profondément dans les dossiers financiers de mon père. Plus je regardais, pire c'était. Il avait emprunté de l'argent à des partenaires commerciaux et ne l'avait jamais remboursé. Il avait contracté des prêts en utilisant comme garantie des propriétés qu'il ne possédait pas entièrement. Il avait créé de fausses entreprises pour dissimuler des revenus et gonfler des dépenses. Chaque transaction laissait une trace écrite, et chaque trace menait à mon père. Ma mère était complice, bien sûr. Elle avait signé des documents, ouvert des comptes, déplacé de l'argent. Ils avaient construit cet empire de la tromperie ensemble, et ils tomberaient ensemble aussi. Lundi matin, je suis allé travailler comme d'habitude. Ma patronne, Patricia, a remarqué que j'étais plus concentré que d'habitude. Gros dossier, demanda-t-elle en s'arrêtant à mon bureau avec son propre café. Projet personnel, ai-je dit.
Mais oui, gros. Elle m'a étudié un instant. Patricia avait la cinquantaine, était vive comme l'éclair et lisait les gens mieux que quiconque que je connaissais. Est-ce que ce projet personnel a un rapport avec le dîner de famille que tu as mentionné vendredi? Je lui avais dit que je redoutais un événement familial. Je ne lui avais pas dit pourquoi. C'est possible, ai-je admis. Elle a hoché la tête lentement. Si tu as besoin de quoi que ce soit, des ressources, du temps, des conseils, tu me le fais savoir. La famille peut être compliquée. La famille peut être toxique, ai-je corrigé. Mais merci, je n'y manquerai pas. J'ai travaillé pendant le déjeuner, remarquant à peine les heures qui passaient. Quand 5 heures de l'après-midi sont arrivées, j'avais compilé tout ce dont j'avais besoin pour Timothy. Des relevés bancaires montrant des transferts suspects, des registres de propriété révélant des transactions frauduleuses, des chaînes de courriel entre mon père et ses partenaires commerciaux qui prouvaient qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient, des contrats avec des signatures falsifiées, des déclarations de revenus qui ne correspondaient pas aux revenus réels. C'était suffisant pour envoyer quelqu'un en prison. Ce soir-là, Kevin a appelé. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Il a rappelé. J'ai ignoré à nouveau. Au 3e appel, j'ai finalement répondu. Que veux-tu, Kevin? Mon Dieu. Il t'en a fallu du temps. Écoute, papa veut te parler. Je n'ai rien à dire à papa. Allez, Tara. Ne sois pas dramatique. Il est prêt à reconsidérer sa décision si tu t'excuses. J'ai carrément ri. M'excuser de quoi? D'avoir embarrassé la famille samedi. D'être parti comme ça, d'avoir fait une scène. Je n'ai pas fait de scène. Je suis parti tranquillement. Exactement. Tu es parti. Tu as embarrassé papa devant tout le monde. Il a dépensé beaucoup d'argent pour ce dîner. Il a dépensé beaucoup d'argent pour m'humilier, ai-je corrigé. Mais j'apprécie l'appel. Dis à papa que je dis non merci pour la reconsidération. Tu fais une erreur, a averti Kevin. Tu ne veux pas être du mauvais côté de cette famille. Je suis à peu près sûr d'être du seul bon côté, ai-je dit et j'ai raccroché. 10 minutes plus tard, Paige a envoyé un texto. Kevin a dit que tu as été impoli avec lui. Pourquoi dois-tu tout rendre si difficile? Je n'ai pas répondu. Un autre texto de ma mère. Ton père est très déçu. Tu as toujours été ingrate. Supprimé. Oncle Gérald. Tes parents ne voulaient que le meilleur pour la famille. J'espère que tu reconsidéreras ton attitude. Supprimé. Tante Carole. Quel dommage de te voir rejeter ta famille comme ça. L'orgueil précède la chute, Tara. J'ai fixé ce dernier message un long moment. L'orgueil précède la chute. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait raison, juste qu'elle se trompait sur qui allait chuter. Mardi matin, j'ai rencontré Timothy à son bureau en centre-ville. Le bâtiment du Tribune était un ancien entrepôt reconverti avec des briques apparentes et des fenêtres industrielles. Son bureau était au 3e étage, un espace encombré rempli de piles de papier, de tasses de café et de la légère odeur d'encre d'imprimante. Tu as l'air fatigué, a-t-il observé alors que je m'asseyais. Long week-end, ai-je dit, mais ça en valait la peine. J'ai étalé tout ce que j'avais apporté. Documents, feuilles de calcul, chronologie, preuves. Les yeux de Timothy s'agrandissaient à chaque page que je lui montrais. Nom de Dieu, souffla-t-il. C'est énorme. Depuis combien de temps ça dure? Au moins 5 ans, probablement plus. Je n'ai accès qu'aux 5 dernières années de dossier. Et les victimes? Plusieurs partenaires commerciaux qui ont perdu de l'argent. Des organisations à but non lucratif qui ont reçu des dons qu'elles n'ont jamais touchés. Des investisseurs qui ont acheté des parts dans des projets qui n'existent pas. La liste est longue. Timothy s'est adossé à sa chaise, passant ses mains dans ses cheveux. Ça pourrait faire tomber plus que juste ton père. Ça pourrait exposer tout un réseau de corruption dans le secteur immobilier de Birmingham. Je sais, ai-je dit doucement. Il m'a regardé attentivement. Ce sont tes parents, Tara. Es-tu sûr de vouloir faire ça? J'ai pensé à samedi soir. Les rires, les moqueries, la façon dont ils m'avaient tous regardé comme si je n'étais rien, comme si je n'avais jamais compté. J'en suis sûr, ai-je dit. D'accord. Timothy a hoché la tête.
Donne-moi 3 jours. Je dois vérifier certaines de ces informations de manière indépendante, parler à des sources, construire l'histoire correctement. Peux-tu attendre 3 jours? J'ai souri. J'ai attendu 29 ans. 3 jours de plus ne vont pas me tuer. Mercredi matin a commencé comme n'importe quel autre jour, à l'exception de l'énergie nerveuse qui bourdonnait sous ma peau. Timothy avait mes informations. L'enquête était en cours. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre et d'agir normalement. Agir normalement s'est avéré plus difficile que prévu. Au travail, je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, attendant des nouvelles de Timothy. Aucune n'est venue. Il était minutieux, ce que j'appréciais, mais l'attente était une torture. Chaque heure semblait durer une semaine. Vers 10 heures du matin, mon téléphone de bureau a sonné. Appel interne. J'ai décroché. Tara, pourrais-tu venir dans mon bureau? La voix de Patricia était sérieuse. Nous devons parler. Mon estomac s'est noué. Quelqu'un avait-il découvert ce que je faisais? Ma famille avait-elle eu vent de mes projets? Je me suis dirigé vers le bureau de Patricia, mon esprit parcourant toutes les possibilités. Elle était assise derrière son bureau, son expression indéchiffrable. Ferme la porte et assieds-toi, dit-elle. Je l'ai fait. Elle a joint ses mains sur son bureau. J'ai eu une conversation intéressante ce matin avec un client potentiel. Il a appelé en demandant spécifiquement après toi, voulait savoir si tu étais disponible pour une consultation privée sur certaines questions financières. Qui était-ce? Il n'a pas donné son vrai nom, mais le numéro remontait à l'entreprise de ton père. De la glace a parcouru mes veines. Il se renseigne sur moi. C'est ce que je suppose. Il a posé des questions sur tes qualifications, ta spécialité, tes caressants. Je lui ai dit que tu étais l'une de nos meilleures comptables judiciaires et que s'il voulait t'engager, il devrait passer par les canaux appropriés et remplir nos formulaires d'admission. Qu'a-t-il dit? Il a raccroché. Patricia s'est adossée à sa chaise. Tara, quoi que tu prévois, sois prudente. Si ton père rôde, il pourrait se douter de quelque chose. Il ne se doute de rien, ai-je dit, avec plus de confiance que je n'en ressentais. Il pense que je suis faible, insignifiante. Il est probablement juste curieux de savoir ce que je fais réellement pour gagner ma vie. Peut-être. Patricia n'avait pas l'air convaincue. Mais les hommes paranoïaques font des choses dangereuses. Fais attention à toi. Je suis retourné à mon bureau, ma confiance antérieure ébranlée. Mon père agissait. Pourquoi? Qu'est-ce qui avait déclenché ces soupçons? Mon téléphone a vibré. Un texto de Kevin. Papa veut déjeuner avec toi. Juste vous deux. Il dit que c'est important. J'ai fixé le message. C'était un piège. Ça devait l'être. Mon père ne faisait pas de déjeuner privé. Il ne faisait pas de conversation en tête-à-tête à moins de vouloir quelque chose. J'ai répondu par texto, occupé toute la semaine. Peut-être le mois prochain. La réponse de Kevin a été immédiate. Il dit que ça ne peut pas attendre. Demain à midi, au Summit Club. Il attendra. Le Summit Club était le restaurant préféré de mon père, l'endroit où il menait ses affaires et impressionnait ses clients. C'était cher, exclusif, et exactement le genre d'endroit où il se sentait puissant. Je n'ai pas répondu. Un autre texto de Kevin. Il essaie d'arranger les choses, Tara. Ne sois pas têtu. Puis un de ma mère. Ton père te tend une branche d'olivier. Le moins que tu puisses faire est de te présenter. Épais-je. Sérieusement, tu ne peux même pas déjeuner avec papa? Tu es tellement mesquine. Il se coordonnait, poussait, essayait de me coincer dans un coin. J'ai appelé Timothy. Salut, a-t-il répondu. J'allais justement t'appeler. Nous avons un problème. Mon cœur s'est serré. Quel genre de problème? Quelqu'un a contacté mon rédacteur en chef ce matin. Un tuyau anonyme disant que je travaillais sur un article basé sur des documents falsifiés fournis par un membre de la famille mécontent. Mon rédacteur en chef veut voir toutes mes sources avant que nous ne publions quoi que ce soit. Ils savent, ai-je murmuré. Ma famille sait que je m'en prends à eux. Nous ne le savons pas avec certitude, a dit Timothy. Ça pourrait être une coïncidence. Mon père a appelé mon bureau ce matin en se faisant passer pour un client. Maintenant,
il veut me rencontrer pour déjeuner demain. Et tu reçois un tuyau anonyme t'avertissant de laisser tomber? Ce n'est pas une coïncidence. Timothy est resté silencieux un instant. D'accord. Alors, que veux-tu faire? Nous pouvons toujours publier l'article, mais ça prendra plus de temps pour tout vérifier si mon rédacteur en chef est prudent. Combien de temps de plus? Peut-être une semaine. 2 au maximum. Je n'ai pas 2 semaines, ai-je dit. Il tourne en rond. Quoi qu'il prévoie, il le prévoit maintenant. Alors nous devons être plus malins, a dit Timothy. Va au déjeuner. Vois ce qu'il veut. Peut-être qu'il nous donnera quelque chose que nous pourrons utiliser. Ou peut-être qu'il essaiera de m'intimider pour que je recule. Le peut-il? J'ai pensé à samedi soir. L'humiliation, les rires, ma famille entière se retournant contre moi comme si je n'étais rien. Non, ai-je dit. Il ne le peut pas. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je faisais rarement. J'ai appelé ma grand-mère. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Tara, ma chérie, j'espérais que tu appellerais. Grand-mère, est-ce que papa a dit quelque chose à mon sujet récemment? Quelque chose d'inhabituel? Elle a hésité. Il a posé des questions sur ton travail, tes finances, si tu as des relations dans les médias. Pourquoi? Il se doute de quelque chose. Il se doute de quoi? Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Pas encore. Juste que je ne suis pas aussi brisé qu'il l'espérait. Tara, qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire il y a des années, ai-je dit. Me défendre? Fais attention, m'a-t-elle averti. Ton père n'aime pas être défié. Il devient méchant quand il se sent acculé. Je sais. J'ai appris du meilleur. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans mon appartement à réfléchir. Mon père agissait. Il était méfiant. Mais il ne savait pas exactement ce que je prévoyais, sinon il aurait fait plus que demander un déjeuner. Il tâtait le terrain, essayant de savoir ce que je savais. La chose intelligente à faire serait d'attendre. Laisser Timothy finir son enquête. Construire le dossier correctement. Être patiente. Mais la patience n'avait jamais été ma plus grande qualité. J'ai renvoyé un texto à Kevin. D'accord. Demain midi au Summit Club. Dis à papa que je serai là. Sa réponse a été triomphante. Bon choix. Il sera content. J'en doutais fort. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de rejouer des scénarios dans ma tête. Que dirait mon père? Que proposerait-il? Essayerait-il de me corrompre, de me menacer, de me manipuler pour me faire croire que j'avais tout imaginé? Vers 2 heures du matin, je me suis levé et j'ai fait du thé. Winston m'a suivi dans la cuisine, miaulant sa désapprobation face à l'heure tardive. Je sais, mon pote, lui ai-je dit. Je suis ridicule. Mais je ne l'étais pas. J'étais prudente, minutieuse, stratégique. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai tout revu une dernière fois. Les preuves étaient solides. La trace écrite était claire. Même si mon père se doutait de quelque chose, il ne pouvait pas effacer ce qu'il avait déjà fait. Les transactions existaient. La fraude était réelle. Les victimes étaient réelles. Demain, je m'assiérai en face de mon père et j'écouterai l'histoire qu'il voudrait me raconter. Je sourirai, hocherai la tête et le laisserai penser qu'il était en train de gagner. Et puis je regarderai son monde brûler. Le jeudi matin est arrivé trop vite. Je me suis habillée avec soin, professionnelle mais pas intimidante, confiante mais pas agressive. Je voulais que mon père me voie comme la fille qu'il pensait connaître, pas la femme qui était sur le point de le détruire. Le Summit Club se trouvait au centre-ville de Birmingham, au dernier étage de l'un des plus anciens bâtiments de la ville. Je suis arrivé à midi pile et j'ai donné mon nom à l'hôtesse. Monsieur Anderson est déjà là, dit-elle. Par ici. Mon père était assis à une table d'angle avec vue sur la ville. Il s'est levé à mon approche, souriant comme si rien ne s'était passé samedi soir. Tara, ma chérie, merci d'être venue. Je me suis assise sans le prendre dans mes bras. Que veux-tu, papa? Son sourire s'est légèrement effacé. Un père ne peut-il pas vouloir déjeuner avec sa fille? Pas ce père. Pas cette fille. Plus maintenant.
Il a soupiré et s'est assis. Je suppose que je le mérite. Samedi soir était dur. Ta mère et moi avons discuté, et nous pensons que nous avons été trop hâtifs. Trop hâtifs en m'excluant de l'héritage ou trop hâtifs en m'humiliant devant toute la famille. Les deux, a-t-il admis. Nous nous sommes laissés emporter par l'émotion. Un serveur est apparu avec de l'eau et des menus. Mon père a commandé un scotch. Je n'ai rien commandé. Tu ne manges pas, demanda-t-il après le départ du serveur. Je ne reste pas longtemps. Dis ce que tu as à dire. Il m'a étudié de l'autre côté de la table, et j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. De la confusion, peut-être de l'inquiétude. Cela ne se passait pas comme il l'avait prévu. Tara, je veux arranger les choses entre nous. La situation de l'héritage était une erreur. Nous sommes prêts à reconsidérer. Prêts à reconsidérer, ai-je répété. Quelle générosité. Ne sois pas sarcastique. J'essaie de réparer ça. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé entre samedi et aujourd'hui? Il s'est agité sur son siège. Ta mère se sent coupable. Elle pense que nous avons été trop durs. Maman ne se sent coupable de rien de ce qu'elle fait, ai-je dit. Essaie encore. Le serveur a apporté son scotch. Mon père a pris une longue gorgée avant de répondre. D'accord. Tu veux la vérité? Nous sommes inquiets pour toi. Après samedi, nous nous attendions à ce que tu appelles, que tu te défendes, que tu fasses quelque chose. Au lieu de ça, tu as juste disparu. Ça ne te ressemble pas. Tu ne sais pas ce qui me ressemble. Tu n'as jamais pris la peine de le découvrir. Ce n'est pas juste. Samedi soir n'était pas juste, ai-je rétorqué. Passer 29 ans à te regarder vénérer Kevin et Paige tout en me traitant comme une nuisance n'était pas juste. Alors pardonne-moi si je me fiche de ta définition de la justice. La mâchoire de mon père s'est crispée. Voilà le tempérament que je me rappelais de mon enfance. Surveille ton ton. Je suis toujours ton père. Biologiquement, oui. De toutes les manières qui comptent? C'est discutable. Il a posé son verre si fort que les convives voisins ont jeté un coup d'œil. Je ne sais pas ce qui t'a pris, mais cette attitude doit cesser. Je t'offre une chance de revenir dans la famille, de retrouver ton héritage. Ne jette pas ça par fierté. Ce n'est pas une question de fierté, ai-je dit calmement. C'est une question de respect de soi. Quelque chose que j'aurais dû développer il y a des années. La question l'a pris au dépourvu. Tara, pourquoi as-tu appelé mon bureau hier? Quoi? Tu as appelé Britain Wealth Management hier matin. Tu t'es fait passer pour un client potentiel. Tu as posé des questions sur moi. Pourquoi? Il s'est vite ressaisi. Je voulais comprendre ce que tu fais. Ta mère et moi avons réalisé que nous ne savions pas grand-chose de ta carrière. Menteur. Le mot flottait entre nous comme une grenade. Pardon? Sa voix est devenue dangereusement calme. Tu mens. Tu n'as pas appelé parce que ma carrière t'intéresse. Tu as appelé parce que quelque chose t'inquiète. Qu'est-ce que c'est, papa? De quoi as-tu peur que je sois au courant? Son visage est devenu soigneusement impassible. Je ne sais pas de quoi tu parles. Si, tu le sais. Nous nous sommes regardés fixement de l'autre côté de la table. C'était le moment. Je pouvais reculer, prétendre que j'imaginais des choses, accepter sa fausse branche d'olivier. Ou je pouvais aller de l'avant et lui montrer que je n'étais pas la fille faible qu'il pensait que j'étais. Comment vont les affaires, papa? Le marché immobilier doit être difficile ces temps-ci. Ça va. Vraiment? Parce que j'ai entendu dire que tu avais quelques difficultés financières. Des problèmes de trésorerie, des conflits entre partenaires, ce genre de choses. Ses yeux se sont rétrécis. Qui t'a dit ça? Personne ne me l'a dit. Je l'ai deviné. Il n'y a rien à deviner. Mes affaires sont solides. Vraiment? Parce que d'après ce que j'ai vu, ton entreprise est bâtie sur la fraude, le détournement de fonds et l'évasion fiscale. Mais bon, qu'est-ce que j'en sais? Je ne suis que la fille décevante avec un travail ennuyeux. La couleur a quitté son visage. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as entendu. Tara, je ne sais pas à quel jeu tu penses jouer. Pas de jeu, juste des faits.
Tu voles tes partenaires depuis des années, tu utilises de fausses entreprises pour dissimuler des revenus, tu prends de l'argent à des organisations à but non lucratif. J'ai la documentation de tout ça. Il s'est penché en avant, sa voix basse et menaçante. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Et si tu répands des rumeurs comme ça, je te poursuivrai pour diffamation si vite que ta tête en tournera. Ce n'est pas de la diffamation si c'est vrai. Et ce ne sont pas des rumeurs si j'ai des relevés bancaires, des déclarations de revenus et des chaînes de courriel qui prouvent tout. Pour la première fois, j'ai vu de la peur dans les yeux de mon père. Une peur réelle et authentique. Tu bluffes. Ah oui? Tu veux prendre ce risque? Il a attrapé son scotch et a bu le reste d'un trait. Que veux-tu? De l'argent? D'accord. Je te fais un chèque tout de suite. Dis-moi ton prix. Je ne veux pas de ton argent. Alors quoi? Je veux que tu assumes les conséquences de ce que tu as fait. À moi, à tes partenaires, à tous ceux que tu as utilisés et jetés. Petite ingrate, il s'est repris, jetant un coup d'œil aux autres convives. Quand il a repris la parole, sa voix était contrôlée, mais je pouvais entendre la rage en dessous. Je t'ai tout donné. Un toit sur la tête, de la nourriture sur la table, une éducation. C'est comme ça que tu me remercies? Tu m'as donné le strict minimum tout en donnant le monde à Kevin et Paige. Et maintenant tu veux de la gratitude. Si tu fais ça, si tu essaies de me détruire, tu le regretteras. Je te le promets. Est-ce une menace? C'est un avertissement. Tu te crois maligne, mais tu n'as aucune idée de ce à quoi tu t'attaques. J'ai des avocats, des relations, des amis très haut placés. Tu n'es qu'une analyste junior dans une boîte de second ordre. Tu ne peux pas gagner ce combat. Je me suis levé, passant mon sac à main sur mon épaule. On verra bien. Tara, assieds-toi. Nous n'avons pas fini. Si, nous avons fini. Je suis parti, mon cœur battant si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. Derrière moi, j'ai entendu mon père m'appeler par mon nom, puis jurer doucement. Bien. Qu'il ait peur. Qu'il se demande ce que je préparais. J'ai atteint ma voiture avant que mes mains ne se mettent à trembler. J'ai agrippé le volant, prenant de profondes respirations, essayant de me calmer. C'était plus intense que ce à quoi je m'attendais. Mon père avait peur, ce qui signifiait qu'il allait se battre. Ça allait devenir moche. Mon téléphone a sonné. Timothy, dis-moi que tu as de bonnes nouvelles, ai-je dit. Des nouvelles mitigées. Mon rédacteur en chef a approuvé l'article, mais il veut le retenir jusqu'à ce que nous ayons les commentaires de toutes les parties concernées. Ça veut dire que nous devons contacter ton père pour avoir sa version des faits avant de publier. Quand? Demain matin. Je lui enverrai une liste de questions par courriel et je lui donnerai 48 heures pour répondre. Il ne va pas répondre. Il va prendre un avocat et essayer de tuer l'article. Probablement, mais déontologiquement, je dois lui en donner la chance. J'ai fermé les yeux. D'accord, fais-le. Et Timothy, sois prêt. Quand ça va éclater, ça va devenir un vrai bazar. Je sais. Es-tu prête? J'ai pensé au déjeuner que je venais d'avoir. Le regard sur le visage de mon père quand je l'ai confronté. La façon dont il avait essayé de me menacer, de me corrompre, de m'intimider. Oui, ai-je dit. Je suis prête. Cet après-midi-là, tout a changé. J'étais de retour à mon bureau, essayant de me concentrer sur mon travail, quand Patricia est de nouveau apparue à côté de moi. Salle de conférence. Maintenant. Apporte ton téléphone. Quelque chose dans sa voix m'a fait bouger rapidement. Je l'ai suivi jusqu'à la salle de conférence, où 3 autres associés principaux attendaient déjà. Assieds-toi, Tara, a dit Patricia. Je me suis assise. Nous avons reçu un appel cet après-midi d'un cabinet d'avocats représentant une personne nommée Howard Anderson. Il menace de poursuivre notre cabinet pour diffamation, harcèlement et espionnage industriel. Ils affirment que vous avez volé des informations confidentielles et répandu de fausses allégations sur leurs clients. Mon père avait fait son premier pas. La salle de conférence semblait soudainement plus petite, l'air épais de tension. 4 associés principaux me regardaient, attendant une explication. Le visage de Patricia était soigneusement neutre, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Qui est Howard Anderson? Demanda Gérald,
l'un des associés fondateurs. Mon père, ai-je dit doucement. Le silence s'est fait dans la pièce. Ton père menace de nous poursuivre en justice à cause de quelque chose que tu as fait? La voix de Gérald s'est élevée. Voudrais-tu nous expliquer? J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment. Le moment où soit je me défendais, soit je laissais mon père m'intimider jusqu'au silence. Il y a 3 mois, ma mère m'a demandé de l'aide pour ce qu'elle appelait une question fiscale. Elle m'a donné des documents de l'entreprise de mon père. En les examinant, j'ai remarqué des schémas correspondant à de la fraude financière. J'ai documenté ce que j'ai trouvé. Et ensuite, a demandé Patricia. J'ai donné les informations à un journaliste d'investigation. Il les vérifie de manière indépendante. Demain, il va contacter mon père pour obtenir ses commentaires avant de publier un article. Gérald avait l'air de pouvoir faire une attaque. Tu as utilisé les ressources de l'entreprise pour enquêter sur ton propre père? Non, j'ai utilisé mon temps personnel et mon propre ordinateur. La seule ressource de l'entreprise que j'ai utilisée était mon expertise professionnelle, que je suis en droit d'appliquer à n'importe quelle situation. C'est une argutie, a interrompu une autre associée, Suzanne. Tu es employé par ce cabinet. Tout travail que tu fais rejaillit sur nous. Le travail que j'ai fait a révélé une fraude légitime qui victimise de multiples personnes et organisations. N'est-ce pas exactement ce que nous faisons ici? Pas quand ça implique les membres de la famille de nos employés. Gérald a frappé la table de sa main. As-tu la moindre idée de la responsabilité à laquelle tu nous as exposés? Patricia a levé la main. Calmons-nous tous. Tara, as-tu volé des documents? Non. Tout ce que j'ai m'a été donné directement par ma mère ou est une information accessible au public. T'es-tu fait passer pour quelqu'un d'autre ou as-tu représenté le cabinet de manière inappropriée pendant cette enquête? Non. As-tu utilisé le temps, l'équipement ou les ressources de l'entreprise? Non. Patricia a regardé Gérald. Alors techniquement, elle n'a violé aucune politique. Ça n'a pas d'importance. Gérald s'est levé, faisant les 100 pas, les avocats de son père vont nous traîner en justice quoi qu'il arrive. C'est un désastre. Mon téléphone a vibré. Un texto de Kevin. L'avocat de papa s'en prend à ton travail. J'espère que tu es contente. Un autre de Paige. Tu détruis la famille. J'espère que ça en valait la peine. Puis ma mère. Comment as-tu pu nous faire ça après tout ce que nous t'avons donné? J'ai retourné mon téléphone face contre la table. Il y a quelque chose que vous devriez tous savoir, ai-je dit. Mon père n'a pas de dossier solide. Il bluffe. C'est de l'intimidation, pure et simple. Il espère qu'en menaçant le cabinet, vous me forcerez à reculer. Et le feras-tu? Demanda Suzanne. Reculer? J'ai croisé son regard. Non. Alors tu es suspendu, a annoncé Gérald. Avec effet immédiat. Jusqu'à ce que cette situation soit résolue, tu n'es pas autorisé à venir au bureau ni à avoir de contact avec les clients. Vous ne pouvez pas me suspendre pour quelque chose que j'ai fait sur mon temps personnel. Nous le pouvons et nous le faisons, pour la protection du cabinet. J'ai regardé Patricia. Elle m'a fait un très léger signe de tête. Ne te bats pas là-dessus maintenant. Je me suis levé. Très bien. Je serai chez moi si vous avez besoin de moi. Je suis sorti de la salle de conférence la tête haute, mais à l'intérieur je tremblais. Mon père avait agi plus vite que je ne le pensais. Il s'en prenait à mon travail, à ma réputation, à ma crédibilité. Il voulait me détruire avant que je ne puisse le détruire. Mais il avait fait une erreur. En montrant son jeu si tôt, en menaçant mon cabinet, il avait prouvé qu'il avait peur. Et les gens qui ont peur font des erreurs. Je suis rentré chez moi dans un état second. Les choses s'accéléraient plus vite que je ne l'avais prévu. L'article n'était même pas encore publié, et déjà mon père lançait des attaques. Que ferait-il quand l'article sortirait vraiment? Mon téléphone a sonné. Timothy, j'ai entendu parler de ton cabinet, dit-il. Je suis désolé. Comment as-tu? L'avocat de ton père a aussi appelé mon rédacteur en chef. Il nous a menacé d'un procès si nous publions quoi que ce soit. Il a prétendu que tu es une fille mécontente qui répand des mensonges malveillants. Est-ce que tu recules? Pas question.
Mais mon rédacteur en chef veut avancer le calendrier. Nous publions demain matin au lieu de la semaine prochaine. Nous ne laissons pas à ton père le temps d'enterrer cette histoire. Demain. L'article serait public demain. D'accord, ai-je dit. Fais-le. Tara, es-tu sûre? Une fois que ce sera public, il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai pensé à samedi soir, l'humiliation, les rires, le visage suffisant de mon père alors qu'il annonçait que j'étais exclu de l'héritage. Puis j'ai pensé au déjeuner d'aujourd'hui, les menaces, l'intimidation, la façon dont il avait essayé de détruire ma carrière. J'en suis sûr. Très bien. L'article sera en ligne à 6 heures du matin. Je t'enverrai un lien quand il sera publié. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans ma voiture sur le parking de mon immeuble. Demain matin, le monde de mon père commencerait à s'effondrer. À midi, tout le monde à Birmingham saurait ce qu'il avait fait. Le soir, ses partenaires commerciaux appelleraient leurs avocats, et ce serait moi qui aurais provoqué tout ça. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre texto de Kevin. Quoi que tu penses savoir, tu as tort. Papa est un homme bien. J'ai fixé ce message pendant longtemps. Kevin y croyait honnêtement. Ils y croyaient tous. Ils avaient adhéré à l'image soigneusement construite de mon père, l'homme d'affaires prospère, le père de famille dévoué, le pilier de la communauté. Ils n'avaient aucune idée de qui il était vraiment. Je suis rentré et j'ai nourri Winston, je me suis versé un verre de vin et j'ai essayé de manger quelque chose. Je ne pouvais pas. J'avais l'estomac noué. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, regardant les minutes s'écouler. 20 heures avant la publication de l'article. 20 heures avant que tout ne change. Vers 20 heures, ma grand-mère a appelé. Tara, que se passe-t-il? Ton père m'a appelé ce soir, très contrarié. Il dit que tu as répandu des mensonges sur lui. Ce ne sont pas des mensonges, grand-mère. Que veux-tu dire? Je lui ai tout raconté. La fraude, le détournement de fonds, les fausses entreprises, l'argent volé. Je lui ai parlé de l'article qui sortait demain matin. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse pendant un long moment. Tara, ma chérie, tu dois comprendre quelque chose. Ton père vient d'une famille qui valorise la loyauté par-dessus tout. Ce que tu fais, l'exposer publiquement, c'est la pire sorte de trahison à ses yeux. Il m'a trahi le premier. Il trahit des gens depuis des années. Je sais, et il mérite d'en assumer les conséquences. Mais tu dois te préparer à ce qui va suivre. Ton père ne se laissera pas faire sans se battre. Il se défendra avec tout ce qu'il a. Je sais. Et le reste de la famille prendra son parti. Ils le font toujours. Je le sais aussi. Alors tu sais aussi qu'après-demain, tu seras complètement seul. Pas de famille, pas de soutien. Es-tu préparé à ça? J'ai regardé autour de mon petit appartement. Winston était recroquevillé sur le canapé, ronronnant doucement. Mon ordinateur portable était posé sur la table de la cuisine, rempli de preuves qui feraient tomber l'empire de mon père. Mon téléphone était silencieux maintenant, mais demain il exploserait de messages. Certains de soutien, la plupart accusateurs. Oui, ai-je dit. Je suis préparé. Parce que la vérité, c'est que j'étais seul depuis longtemps. Samedi soir n'avait fait que le rendre officiel. Alors je prierai pour toi, a dit doucement grand-mère. Et Tara, pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. Ce que tu fais demande du courage. Merci, grand-mère. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans l'obscurité de mon appartement, attendant le matin, attendant l'article, attendant que tout s'effondre. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, j'ai juste regardé les heures passées, mon ordinateur portable ouvert, rafraîchissant le site web de Timothy toutes les quelques minutes, même si je savais que l'article ne serait pas publié avant 6 heures du matin. À 5h45, j'ai fait du café. À 5h50, j'ai ouvert mes courriels. À 5h55, j'ai commencé à rafraîchir le site du Tribune toutes les 30 secondes. À 6 heures du matin précise, l'article de Timothy a été mis en ligne. Le titre disait « Le promoteur immobilier local Howard Anderson accusé de fraude, de détournement de fonds et d'évasion fiscale ». J'ai cliqué sur le lien et j'ai commencé à lire. Timothy avait bien fait son travail. Chaque allégation était soigneusement documentée, chaque affirmation étayée par des preuves.
Il avait interviewé plusieurs anciens partenaires commerciaux de mon père qui confirmaient la fraude. Il avait obtenu une vérification indépendante des fausses entreprises et des comptes cachés. C'était parfait, accablant, indéniable. Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement. Je l'ai éteint. C'était le point de non-retour. À 7 heures du matin, mon téléphone avait accumulé 43 appels manqués et plus de 100 textos. Je l'ai rallumé juste assez longtemps pour voir qui essayait de me joindre. Kevin, 17 appels, 12 textos, tous des variations de comment as-tu pu? Et tu as tout détruit. Page, 9 appels, 23 textos, de plus en plus hystériques. Le dernier disait, papa pleure. Tu es contente maintenant? Ma mère, 8 appels, pas de textos. Elle préférait livrer son venin verbalement. Diverses tantes, oncles et cousins, trop nombreux pour les compter, tous disant à peu près la même chose, j'étais une traîtresse, une menteuse, une honte pour le nom de la famille. Un seul message se démarquait, celui de ma grand-mère. La vérité finit toujours par éclater. Reste forte. Je me suis préparé le petit déjeuner, des œufs et du pain grillé que j'ai à peine goûté, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le site du Tribune avait explosé. L'article de Timothy avait été partagé des milliers de fois. La section des commentaires était un champ de bataille, divisé entre les gens qui défendaient mon père et ceux qui réclamaient son arrestation. Les chaînes d'information locales avaient repris l'histoire. J'ai regardé une émission sur mon ordinateur portable, voyant le siège de l'entreprise de mon père entouré de journalistes. Le présentateur parlait d'un ton sérieux des allégations de fraude et d'une enquête en cours. On a sonné à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Kevin dehors, le visage rouge de rage. Paige se tenait à côté de lui, les bras croisés. Je n'ai pas ouvert la porte. Kevin a martelé la porte. Tara, ouvre. On sait que tu es là. Allez-vous-en, ai-je crié à travers la porte. Pas avant que tu ne t'expliques, a hurlé Paige. Comment as-tu pu faire ça à papa? À nous tous? Tout ce qui est dans cet article est vrai. Vous le savez. Peu importe si c'est vrai, a crié Kevin. On ne lave pas son linge sale en public. On ne détruit pas son propre père. Il s'est détruit lui-même. Je n'ai fait que le documenter. Plus de coups. Ouvre cette porte tout de suite, Tara. Ou je te jure que... Ou quoi? Tu m'excluras de l'héritage? Trop tard. Tu m'humilieras devant la famille? Déjà fait. Rends-toi à l'évidence, Kevin. Vous n'avez plus aucun pouvoir sur moi. Les coups ont cessé. J'ai entendu des voix basses et furieuses se concerter. Puis Paige a parlé, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Tara, s'il te plaît, parlons-en comme des adultes. Papa veut arranger ça. Il est prêt à te pardonner si seulement tu rétractes tout publiquement. J'ai failli rire. Dis à papa que ça n'arrivera pas. Tu fais une énorme erreur, a prévenu Kevin. L'avocat de papa prépare déjà un procès en diffamation. Tu vas tout perdre. Ton travail, ta réputation, ta crédibilité. La vengeance en vaut-elle vraiment la peine? Ce n'est pas de la vengeance. C'est la justice. Appelle ça comme tu veux. Tu vas quand même le regretter. Ils sont finalement partis, mais pas avant que Kevin ne donne un coup de pied assez fort dans ma porte pour laisser une éraflure. Je les ai regardés par le Judas monter dans la voiture de Kevin et s'éloigner, se dirigeant probablement directement chez mes parents pour faire leur rapport. Mon téléphone a sonné. Patricia, ai-je répondu. Bonjour, Tara. As-tu vu l'article? Oui. Il fait beaucoup de bruit. J'ai eu 3 appels ce matin de journalistes me posant des questions sur toi, sur le fait de savoir si le cabinet était au courant de ton enquête. Que leur as-tu dit? Que tu as agi de manière indépendante et que nous ne pouvons pas commenter les affaires en cours. Mais Tara, cela change les choses. Les preuves que tu as rassemblées, elles sont légitimes. Gérald et les autres associés examinent tout, et il semble que les menaces de ton père étaient vaines. Il ne peut pas nous poursuivre pour diffamation quand tout est vrai. Ça veut dire que je ne suis plus suspendu? Patricia a fait une pause. Les associés se réunissent cet après-midi. Je t'appellerai après. Mais entre toi et moi, je pense qu'ils vont te réintégrer. Ce que tu as découvert est énorme.
C'est exactement le genre d'affaire sur laquelle nous avons bâti notre réputation. Après avoir raccroché, je me suis permis un petit moment de soulagement. Mon travail était en sécurité. Ma carrière survivrait. Mais la vraie bataille ne faisait que commencer. À 10 heures du matin, mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Tara, la voix de mon père, rauque et fatiguée. Nous devons parler. Nous n'avons rien à nous dire. S'il te plaît, juste 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Quelque chose dans son ton m'a fait marquer une pause. Il semblait vaincu, brisé. Rien à voir avec l'homme confiant et menaçant du déjeuner d'hier. 5 minutes, ai-je dit. Merci. Je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu que les choses aillent si mal entre nous. Samedi soir était une erreur. Le déjeuner d'hier était une erreur. J'avais peur et j'étais en colère, et j'ai réagi de manière excessive. Tu réagis de manière excessive envers moi depuis 29 ans. Je sais, et je suis désolé. Mais ça cet article, cette humiliation publique ça va trop loin. Tu ne détruis pas seulement moi. Tu détruis toute la famille. La famille s'est détruite elle-même quand tout le monde a choisi de rire de moi au lieu de me défendre. Tara, je t'en supplie. Appelle le journaliste. Dis-lui que tu t'es trompé. Dis-lui que tu as agi par colère après samedi soir. Nous pouvons dire que tu as mal compris certains documents, que tu n'avais pas une vue d'ensemble. Mes avocats peuvent travailler avec les leurs et nous pouvons faire disparaître tout ça. Non. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu y gagnes? Tu as déjà fait valoir ton point de vue. Tu as montré à tout le monde que tu n'es pas quelqu'un qu'on peut bousculer. Tu as gagné. Maintenant, laisse tomber. Je n'ai encore rien gagné. Tu es toujours libre. Tu as toujours ton entreprise. Tu n'as subi aucune conséquence réelle. L'article est une conséquence suffisante. Mes partenaires m'abandonnent. Mes clients réclament leur argent. La banque rappelle mes prêts. Je suis fini, Tara. Tu m'as détruit. N'est-ce pas assez? Pas du tout. Silence. Puis, d'une voix plus froide que je ne l'avais jamais entendue de sa part, alors tu as fait ton choix. N'attends aucune pitié de ma part. Il a raccroché. Je suis resté là, fixant mon téléphone, digérant ce qui venait de se passer. Mon père était passé de la supplication à la menace en l'espace d'une conversation. Il était désespéré, ce qui le rendait dangereux. Mais j'en avais fini d'avoir peur de lui. L'après-midi a apporté plus de chaos. Des camionnettes de chaînes d'information locales sont apparues sur le parking de mon complexe d'appartements. Des journalistes ont frappé à ma porte pour demander des interviews. Je les ai tous ignorés. Patricia a appelé à 15 heures avec de bonnes nouvelles. Tu es réintégré, avec effet immédiat. Les associés ont examiné tes preuves et conviennent que tu as agi de manière appropriée. En fait, nous envisageons de prendre certaines des victimes de ton père comme clients s'ils veulent engager des poursuites civiles. Merci, Patricia. Ne me remercie pas. Tu as fait ça toute seule. Reviens travailler lundi. Nous réglerons le reste à ce moment-là. J'ai passé le reste du vendredi à regarder l'histoire se dérouler en ligne. D'autres victimes se sont manifestées, des partenaires commerciaux qui avaient perdu de l'argent, des investisseurs qui avaient été escroqués, des organisations à but non lucratif qui n'avaient jamais reçu les dons promis. Chaque nouvelle révélation renforçait le dossier contre mon père. Samedi matin, le bureau du procureur général de l'État avait annoncé une enquête officielle. Les enquêteurs fédéraux examinaient une éventuelle évasion fiscale. L'entreprise de mon père était effectivement gelée pendant que les autorités examinaient ces dossiers. La discussion de groupe de la famille, dont je faisais encore partie d'une manière ou d'une autre, a explosé de messages. Kevin, c'est une chasse aux sorcières. Papa n'a rien fait de mal. Paige, nous devons engager de meilleurs avocats. Quelqu'un peut-il recommander quelqu'un? Oncle Gérald, j'ai toujours su que cette entreprise était louche. J'avais dit à Howard d'être plus prudent. Tante Carole, nous devrions nous serrer les coudes autour de lui. La famille reste unie. Ma mère, où est Tara? Pourquoi n'est-elle pas dans cette discussion? Ah, attendez. Elle est trop occupée à détruire son propre père pour se soucier de la famille. J'ai quitté la discussion de groupe. Dimanche après-midi, ma grand-mère a appelé.
J'ai rendu visite à ton père aujourd'hui, dit-elle. Il a l'air terrible. Il ne dort pas, mange à peine. Ta mère est anéantie. Kevin et Paige courent dans tous les sens pour essayer de limiter les dégâts. Je suis désolé que tu aies dû voir ça. Ne sois pas désolé. C'était inévitable. Ton père a bâti son empire sur des mensonges, et les mensonges finissent toujours par s'effondrer. Elle a fait une pause. Mais Tara, tu dois te préparer. Ça va empirer avant de s'améliorer. Que veux-tu dire? Ton père parle de déclarer faillite. Il essaie de déplacer des actifs, de cacher de l'argent. Il est désespéré. Et les hommes désespérés font des choses désespérées. Comme quoi? Comme essayer de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Comme essayer de te faire passer pour la méchante. Il dit déjà aux gens que tu as fabriqué des preuves, que tu es mentalement instable, que tu as toujours été jalouse de lui. Il construit un récit où il est la victime et tu es la méchante. Laisse-le faire. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Je sais. Je voulais juste que tu sois prête. Lundi matin, je suis retourné au travail. Mes collègues m'ont accueilli avec un mélange de curiosité et de respect. Certains m'ont félicité pour l'enquête. D'autres évitaient mon regard, mal à l'aise avec le drame familial. Patricia m'a appelé dans son bureau en milieu de matinée. Nous avons 3 nouveaux clients, dit-elle. Tous victimes des combines de ton père. Ils veulent que tu travailles spécifiquement sur leur dossier. Moi. Tu es l'experte de ces crimes financiers. Tu connais ces méthodes mieux que quiconque. Es-tu à l'aise avec ça? J'y ai pensé. Prendre les victimes de mon père comme clients signifiait que je serais directement impliqué dans sa chute. Cela signifiait plus de confrontation, plus de stress, plus de drame familial. Oui, ai-je dit. Je suis à l'aise avec ça. Le premier client était un homme nommé Thomas qui avait investi 200 000 $ dans l'un des faux projets immobiliers de mon père. La deuxième était une femme nommée Jennifer dont l'organisation à but non lucratif avait perdu 50 000 $ en dons promis qui ne s'étaient jamais matérialisés. Les troisièmes étaient un couple, Robert et Claire, qui avaient été partenaires commerciaux de mon père pendant 10 ans avant de découvrir qu'ils détournaient de l'argent de leur coentreprise. J'ai rencontré chacun d'eux, j'ai documenté leur cas et j'ai commencé à monter des procès. Chaque conversation révélait de nouvelles couches de la tromperie de mon père. Chaque histoire montrait une autre vie qu'il avait endommagée dans sa quête de richesse et de statut. Mercredi, l'avocat de mon père avait déposé des requêtes pour geler toutes les enquêtes, invoquant une faute professionnelle du procureur et un parti pris. Les requêtes ont été rejetées. Jeudi, 2 des partenaires commerciaux de mon père avaient porté plainte au pénal. Le procureur général de l'État a annoncé que des accusations formelles allaient être portées. Vendredi, exactement une semaine après la publication de l'article, mon père a été arrêté. J'étais au travail quand j'ai appris la nouvelle. Timothy m'a envoyé un texto avec un lien vers une vidéo. J'ai cliqué et j'ai vu mon père menotter, conduit hors de son bureau par des agents fédéraux. Les journalistes l'entouraient, criant des questions. Son avocat essayait de le protéger des caméras. Mon père a regardé directement une caméra, le visage déformé par la rage et l'humiliation. Je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction, pas de culpabilité, pas de triomphe, juste une certitude froide et vide que la justice était enfin rendue. Mon téléphone a explosé de messages. Kevin, j'espère que tu es fier de toi. Paige, c'est toi qui as fait ça. C'est de ta faute. Ma mère, tu as détruit ton père. Je ne te le pardonnerai jamais. Divers parents, accusations, insultes, reniements. Et puis un message de ma grand-mère, il a fait ses choix. Tu as fait les tiens. Je suis fier de toi d'avoir défendu ce qui est juste. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et je me suis enfin permis de ressentir. La colère, la douleur, les années passées à être ignorées et sous-estimées, l'humiliation du samedi soir il y a 2 semaines, la peur lors de la confrontation au déjeuner, le stress de voir tout se dérouler. J'ai pleuré pendant 1 heure. Winston s'est blotti à côté de moi, ronronnant. Quand j'ai fini de pleurer, je me suis senti plus légère, plus propre, libre. Mon père faisait face à la justice. Ses victimes auraient leur jour au tribunal. Et je m'étais prouvé que j'étais plus forte que quiconque, y compris moi, ne l'avait réalisé. Le procès a commencé 3 mois plus tard. À ce moment-là,
le dossier contre mon père s'était étoffé pour inclure 18 chefs d'accusation de fraude, 12 de détournement de fonds et 7 d'évasion fiscale. Son entreprise s'était complètement effondrée. Ses actifs avaient été gelés. Sa réputation était détruite. J'ai assisté à chaque jour du procès, assise au fond de la salle d'audience. Mon père ne m'a jamais regardé. Ma mère, Kevin et Paige étaient assis de l'autre côté, leurs visages des masques de colère et de chagrin. L'accusation m'a appelé comme témoin. Le 4e jour, je me suis approché de la barre, j'ai posé ma main sur la Bible et j'ai juré de dire la vérité. La procureure était une femme nommée Catherine, vive et minutieuse. Mademoiselle Anderson, pouvez-vous expliquer comment vous avez découvert pour la première fois les activités frauduleuses de votre père? J'ai expliqué tout au tribunal, les documents que ma mère m'avait donnés, les schémas que j'avais remarqués, l'enquête que j'avais menée. J'ai expliqué chaque pièce à conviction calmement et professionnellement. L'avocat de mon père a tenté de me discréditer lors du contre-interrogatoire. N'est-il pas vrai que vous étiez en colère contre votre père? Oui. Et n'est-il pas vrai que vous vouliez vous venger? Je voulais la justice. Mais vous admettez que vous étiez motivé par la colère. J'étais motivé par la vérité. Ma colère était justifiée, mais elle n'a pas changé les faits. La fraude a eu lieu, que je sois en colère ou non. L'avocat a essayé différents angles, mais je m'étais préparé à cela. Chaque question, chaque tentative de me dépeindre comme une fille vengeresse, je l'ai déviée avec des faits et des preuves. En descendant de la barre, j'ai senti les yeux de mon père sur moi pour la première fois. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il avait l'air vieux, soudainement diminué. Toute la puissance et la confiance qu'il avait définie avaient disparu. Le procès a duré 6 semaines. Le jury a délibéré pendant 2 jours. Coupable sur tous les chefs d'accusation. J'étais au travail quand le verdict est tombé. Patricia m'a appelé dans son bureau et nous avons regardé la conférence de presse ensemble. La procureure se tenait devant le palais de justice, flanquée de plusieurs des victimes de mon père, annonçant la condamnation. La justice a été rendue aujourd'hui, a déclaré Catherine. Howard Anderson a utilisé sa position et sa réputation pour escroquer des dizaines de personnes pendant de nombreuses années. Grâce au courage des lanceurs d'alerte et des victimes qui se sont manifestés, il devra maintenant faire face aux conséquences de ses actes. La sentence devait être prononcée 3 semaines plus tard. Pendant ce temps, ma vie a continué à changer. Mes clients, les victimes que j'avais aidées, ont exprimé leur gratitude. Certains ont envoyé des fleurs, d'autres ont écrit des lettres. Un couple m'a invité à dîner et à passer la soirée à me remercier de leur avoir donné une chance d'obtenir justice. Mon cabinet m'a promu au poste de comptable judiciaire senior avec une augmentation significative et des responsabilités élargies. Patricia m'a dit que j'avais un brillant avenir devant moi. Tu as fait quelque chose d'extraordinaire, a-t-elle dit. Peu de gens ont le courage de s'opposer à leur famille, surtout quand cette famille a du pouvoir et des ressources. Tu devrais être fier. J'étais fier, mais j'étais aussi épuisé. L'audience de détermination de la peine a eu lieu un mardi matin de novembre. La salle d'audience était comble. Les victimes de mon père remplissaient la galerie, ainsi que des journalistes et des curieux. La juge, une femme sévère d'une 60aine d'années, a écouté victime après victime se lever et décrire l'impact des crimes de mon père sur leur vie. Thomas, qui a perdu ses économies de retraite. Jennifer, dont l'organisation à but non lucratif a failli fermer à cause des fonds manquants. Robert et Claire, dont le partenariat commercial et l'amitié avec mon père avaient été bâtis sur des mensonges. Quand ce fut mon tour de parler, je me suis avancé à l'avant de la salle d'audience. Votre honneur, je ne suis pas ici en tant que victime, bien qu'à bien des égards je le sois. Je suis ici en tant que quelqu'un qui a un jour admiré l'homme assis à cette table. Quelqu'un qui ne désirait rien de plus que son approbation et son amour. Pendant des années, j'ai essayé de les mériter en étant parfaite, en réussissant, en le rendant fier. Ça n'a jamais marché. Et quand je me suis enfin défendu, quand j'ai refusé de garder le silence sur ses crimes, il a essayé de me détruire. J'ai regardé mon père. Il fixait la table, refusant de croiser mon regard. Mais il ne m'a pas détruite. Au lieu de cela, j'ai trouvé ma propre force. J'ai appris que la vraie famille n'est pas une question de sang ou d'obligation. C'est une question de respect, de soutien et d'amour. Les personnes qui comptent le plus ne sont pas celles qui partagent votre nom de famille. Ce sont celles qui se tiennent à vos côtés quand tout s'effondre.
Je suis retourné à ma place. La juge m'a remercié et a suspendu l'audience pour délibérer sur la peine. Quand elle est revenue, sa voix était ferme. Monsieur Anderson, vous avez été reconnu coupable de crimes graves qui ont nui à de nombreuses personnes et organisations. Vous avez utilisé votre position de confiance pour manipuler et tromper. Vous n'avez montré aucun remords, même face à des preuves accablantes. Par conséquent, je vous condamne à 15 ans de prison fédérale, suivi de 5 ans de liberté surveillée. Vous paierez également une restitution complète à toutes les victimes identifiées. Les épaules de mon père se sont affaissées. Ma mère a sangloté. Kevin et Paige semblaient abasourdis. Je n'ai ressenti que du soulagement. Dans les mois qui ont suivi, la chute de ma famille a continué. Ma mère a demandé le divorce, essayant de sauver le peu d'argent qui restait après les paiements de restitution. Kevin a perdu son emploi lorsque son employeur a découvert son lien avec le scandale. La boutique de Paige s'est finalement effondrée sous le poids des dettes qu'elle ne pouvait plus cacher. Mon père a commencé à purger sa peine dans une prison fédérale en Alabama. J'ai reçu une lettre de lui me demandant pardon et compréhension. Je n'ai jamais répondu. Kevin et Paige ont tous deux essayé de renouer avec moi à différents moments, affirmant qu'ils comprenaient maintenant que j'avais eu raison. J'ai poliment refusé. Certains ponts, une fois brûlés, devraient le rester. Ma mère envoyait des messages occasionnels par l'intermédiaire de ma grand-mère, généralement des plaintes sur la difficulté de sa vie. Je n'ai ressenti aucune sympathie. Elle avait été la complice de mon père pendant des décennies et avait participé à mon humiliation. Elle avait fait ses choix. Seule ma grand-mère est restée une présence constante dans ma vie. Nous déjeunions ensemble une fois par mois, et elle ne mentionnait jamais mon père à moins que je ne le demande. Tu as fait ce qu'il fallait faire, m'a-t-elle dit plus d'une fois. Les autres devront apprendre à vivre avec les conséquences de leurs propres choix. J'étais assise dans mon nouvel appartement, un endroit plus grand dans un meilleur quartier que je pouvais enfin me permettre avec ma promotion, regardant le coucher de soleil à travers des baies vitrées. Winston était allongé sur le canapé à côté de moi, ronronnant de contentement. Mon téléphone a vibré avec un message de Timothy. Dîner d'anniversaire la semaine prochaine? 1 an depuis l'article qui a tout changé. J'ai souri et j'ai répondu. J'y serai. 1 an. Cela semblait être une vie entière et un instant à la fois. J'avais perdu une famille mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux, le respect de moi-même, l'indépendance et la certitude que je pouvais survivre à tout. Défendre ce qui était juste m'avait coûté plus que ce que j'aurais pu imaginer ce soir-là au dîner de famille. Mais cela m'avait aussi donné quelque chose d'inestimable, la liberté de construire une vie selon mes propres termes, entouré de personnes qui me valorisaient vraiment. En regardant la silhouette de Birmingham, j'ai pensé à ce moment, 2 semaines après la publication de l'article, où mon père a été emmené menotter. Je m'étais senti vide alors, incertaine si le prix de la justice était trop élevé. Maintenant, 1 an plus tard, je connaissais la réponse. Certaines vengeances ne visent pas la destruction. Elles visent la libération. Elles consistent à refuser d'être réduit au silence, à refuser d'accepter l'injustice, à refuser de laisser les gens qui vous ont fait du mal continuer à faire du mal aux autres. Mon père m'avait appris à être impitoyable. Il ne s'attendait simplement jamais à ce que j'utilise ces leçons contre lui. Et ce fut sa plus grande erreur.